Le comptoir, le podcast des GBU. Salut à tous, comment est-ce que vous allez ? Bienvenue au comptoir, je suis Daniel. Est-ce que tu peux t'approcher du micro en fait ? Juste à chaque fois c'est galère pour le montage. Ouais, mais t'as mal dormi ou c'est... Pourquoi tu m'agresses d'un coup ? Non, mais je t'agresse pas, c'est juste, je pense que c'est mieux qu'on recommence en fait. Ok. Salut à tous, bienvenue au comptoir, le podcast des GBU et GBL. Comment ça va ? Vous l'aurez compris, pour cette émission, on parle de conflits. Mais moi, je croyais que vous allez vous castagner, et bah non. Vous croyez qu'on allait se séparer comme les Destiny's Child, Fleetwood Mac, les Beatles, Rage Against the Machine, les Kyo ou les One Direction ? Mais cela faisait partie du plan. Et puis de toute façon, est-ce que le conflit est une fatalité en soi ? C'est la question. Bon. On ouvre déjà la question ici, mais on aura quelques pistes de réflexion pendant toute l'émission. Ouais, on retrouve Alice, étudiante infirmière à Paris, qui allait interroger des étudiants et on l'écoute. Le terrain des reporters. Alors, lorsqu'il y a conflit potentiel, vous êtes plutôt du genre à fuir ou à confronter ? À fuir. Confronter, en ayant peur. Si je sens que je suis en tort, j'ai tendance à fuir, mais j'essaie quand même de confronter les gens, mais ça dépend de la relation que j'ai avec eux, parce que si je m'en fiche ou que c'est un conflit qui pour moi est inutile, je cherche même pas à régler le problème, quoi. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes en conflit ? Une grande tristesse en général. Vraiment une difficulté à gérer mes émotions tout en essayant de prendre en compte la personne avec qui je suis en conflit. Beaucoup de stress. Des fois même, je pense que je peux être presque heureuse que le conflit se passe parce que c'est une sorte de manière de recommencer sur des bases saines. Des pulsions animales, des envies de meurtre. Comment les conflits se terminent en général pour vous ? L'indifférence. Avec ma famille, tout le monde va faire semblant qu'il s'est rien passé. Je garde sur le cœur et après j'explose à un moment. Alors, si le conflit n'avait pas vraiment d'enjeu, juste on va attendre que ça passe et puis on sait très bien que comme c'était pas important, tout va redevenir comme avant. Si j'ai l'impression que j'étais en tort, je vais essayer de m'excuser. Soit c'est une rupture avec la personne, soit on peut repartir sur des bases saines, mais c'est tout l'un ou tout l'autre, quoi. Il n'y a pas d'entre-deux. Dans un conflit, quelle importance a le pardon pour vous ? C'est hyper important. C'est genre capital. Enfin, moi, je pardonne vraiment quasiment tout le temps. Et à l'inverse, si quelqu'un me pardonne pas, c'est un peu la fin du monde pour moi. La relation peut pas continuer sainement si on n'est pas sur cette même longueur d'onde, quoi. J'ai tendance à pardonner les gens. Après, je suis aussi une personne très rancunière. Même si parfois le pardon est nécessaire, en tout cas pour moi, j'avance. Ça ne peut ne pas empêcher le fait que pour moi les choses sont dites, les choses sont faites et que je vais pas oublier. Je pense que pour qu'une relation reparte après un conflit, il faut qu'il y ait un pardon des deux côtés. Vis-à-vis de soi-même, on ne peut pas avancer dans la vie si on ne pardonne pas ce que l'on nous a fait précédemment. On peut aussi ne pas vouloir pardonner et ça va aussi et on continue. Et ça va, on continue ? Mais quand on a un problème avec quelqu'un ou quelque chose, est-ce qu'on peut vraiment continuer en faisant comme si de rien n'était ? Ou alors, peut-être voulait-il dire qu'on peut abandonner une relation et puis c'est comme ça, c'est la vie, on pardonne pas et on passe à autre chose. En tout cas, on voit à travers les réponses des étudiants interrogés que le conflit peut être un baromètre en quelque sorte de l'importance d'une relation. Plus les gens sont proches, moins il est possible de faire comme si tout était normal, comme fuir la confrontation en fait. Alors, si on tient à quelque chose, comment on gère ces conflits ? Est-ce qu'on est satisfait de notre gestion ? Ouais, on a tous nos mécanismes de défense et de réponse au conflit. Et ça vaut la peine de se demander si nos réponses au conflit, elles nous satisfont. Et si elles nous satisfont mieux que le verbe satisfaire conjugué à la troisième personne du pluriel. Vrai. Sans transition, une professionnelle nous rejoint pour nous donner ses tips conflits. Nous accueillons Elisabeth Nussbaumer. Elle est facilitatrice en intelligence collective, consultante pour aider les gens à mieux travailler ensemble. Et c'est Anne-Line, étudiante en L3 de biologie, qui l'interroge. Merci Elisabeth d'avoir accepté de faire cette interview pour le comptoir. Est-ce que tu aurais des pistes, peut-être aussi par ton expérience, de comment on peut éviter ces conflits ? Alors, c'est difficile parce qu'en fait, moi, je travaille beaucoup sur des pistes dans quelle situation.
C'est-à-dire que d'une manière globale, si on se parle, c'est mieux. Donc oui, c'est une piste et en même temps, c'est hyper général. Maintenant, je pense que plus on se connaît et puis on peut apprendre à faire une distinction entre les opinions qu'on a et les choix que l'on fait ensemble. Je pense que là, il y a quelque chose, un enjeu qui est intéressant, c'est d'accepter que le choix global soit pas ce que moi je pense. Et si on pense que le choix global doit toujours être ce qu'on pense, bah là, en fait, on va direct dans le mur parce que y a jamais quelqu'un qui pense exactement pareil que nous. Du coup, est-ce qu'on peut dire que, en fait, régler un conflit, ça revient à discuter, en fait? Alors, en tout cas, je vois pas comment on peut régler un conflit sans discuter. Ou en tout cas, sans échanger d'opinion. Parce que on peut le faire aussi différemment. Par exemple, je discutais l'autre jour avec des collègues sur la notion de débat mouvant. On va bouger au lieu d'exprimer nos opinions. Et en fait, ça permet aux autres de voir où on est, de voir finalement ce qu'on pense, sans que tout le monde soit obligé de dire non, mais c'est ça qui est important. Enfin, donc l'important c'est de s'exprimer. Après, ça peut être par plein de moyens. Donc la parole, bien sûr, mais aussi l'attitude et puis l'écrit, enfin tout un certain nombre de choses. Tant qu'on arrive petit à petit. Et puis surtout, c'est laisser de la place à l'idée de l'autre. L'autre a le droit de penser autrement que moi. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, je veux pas commencer comme une mauvaise introduction de dissertation, mais depuis la nuit des temps, à chaque époque, en tout lieu et encore de nos jours, les hommes, entre eux, font face à des conflits. Alors quand on pense conflit, on pense aux guerres, mais très rapidement on pense aux conflits personnels qu'on a avec les gens. Et Elisabeth nous donne des pistes de réflexion sur ça, mais on se rend compte qu'il n'y a pas que nos relations personnelles qui sont touchées par le conflit. Il y a des conflits de pensée, des conflits avec la nature, et plein de choses en fait. Ouais. On reçoit Marion, qui travaille au GBU National comme chroniqueuse cette fois, puisqu'elle est déjà intervenue pour le live, pour poursuivre la réflexion. Et on va se demander qu'est-ce qui peut nous motiver à résoudre des conflits. On se repose sur ton premier cheveu blanc que tu as reçu cette année et pour nous déverser toute ta sagesse. Oh là là. L'art au comptoir. Comment mettre fin à un conflit ? Pas une dispute, mais un conflit long et profond entre deux personnes qui s'entendent pas du tout, deux peuples qui n'ont rien en commun, deux groupes complètement différents. Comment réconcilier l'irréconciliable ? Je vous propose une réponse grâce au meilleur auteur de science-fiction français actuel, j'ai nommé Alain Damasio. Toute l'œuvre d'Alain Damasio est parcourue par une question. Comment être en vie alors que tout dans notre société nous pousse au conflit avec la vie ? On détruit la planète, on détruit les autres, on s'oppose sans cesse à la vie, alors comment se réconcilier avec elle ? C'était déjà au cœur de ses deux premiers romans, La zone du dehors puis La horde du contrevent, mais c'est encore plus flagrant dans son troisième roman, Les furtifs, dont on va parler dans cette chronique. Parce que dans Les furtifs, nous avons deux espèces à réconcilier. L'histoire se déroule en 2040 dans une société ultra-libérale et ultra-contrôlée par la technologie. Lorca, dont la fille de 4 ans a disparu quelques mois auparavant, est devenue chasseur de furtifs. Les furtifs sont une espèce animale étrange, en mouvement perpétuel, vivant dans nos angles morts et qu'on ne peut pas voir. Et qui sont même, au début de notre histoire, pour une grande partie de la population, une légende urbaine. Pourquoi Lorca se lance à la poursuite des furtifs ? Parce qu'il est convaincu que sa petite fille perdue, Tishka, est encore vivante, partie, de son plein gré ou non, avec les furtifs. Et c'est là que se trouve le cœur de notre conflit. L'humanité, telle qu'elle est, morte à cause de la technologie, esclave parce qu'elle est sans cesse sous les radars, surveillée et contrôlée, versus les furtifs, qui peuvent se déplacer sans être vus, la liberté totale, la vie pure. Et à ce conflit s'en ajoute un autre, celui entre ceux qui veulent la réconciliation avec les furtifs et ceux qui continuent à les voir comme des ennemis, une espèce dangereuse, nuisible, que personne ne pourra maîtriser si on ne la régule pas aujourd'hui. Mais même ceux qui veulent la réconciliation sont bien embêtés. Comment se réconcilier avec une population si différente ? Une population avec qui on n'a rien en commun, qu'on ne voit même pas et dont certains refusent même l'existence.
La réponse, elle va être donnée par Tishka, la petite fille perdue de Lorca, qui, spoiler, était bien partie de son plein gré avec les furtifs. Plus que ça en fait, elle a vécu une hybridation. Elle a maintenant une nature mélangée des deux espèces. Moitié humaine, moitié furtive, elle est capable de voir les furtifs, de communiquer avec eux, tout en restant encore la petite fille de Lorca. Elle est le pont entre les hommes et les furtifs, la preuve qu'une relation est possible, que le conflit n'est pas la seule option quand on rencontre le radicalement autre. Cette petite fille, première hybridée, va protéger l'espèce furtive de l'extermination. Et pourtant, c'est clair dans le roman que ce ne sont pas les furtifs qui sont sauvés, mais bien les hommes. Avec l'hybridation aux furtifs, les humains s'attachent aux vivants avec un grand V et s'ouvrent à la vraie vie, celle où on est libre d'aller où on veut notamment. Les hommes ne sont plus seulement dans la survie, mais dans la vie où l'humanité se libère de tout ce qui l'a tirée vers le bas, la rendait esclave, principalement dans le récit, la technologie qui la contrôle et qui, sous couvert de lui donner tout ce qu'elle désire, l'empêche en fait d'être libre. Tishka, c'est l'espoir. Mais Tishka va mourir. Devant le corps de sa fille, Lorca va dire « Ne prenez pas seulement la vie, soyez la vie que Tishka nous a tracée. » Et là, déjà, c'est beau. La fille mi-humaine, mi-furtive qui réconcilie les espèces, la transformation d'un conflit en ode à la vie. Mais c'est intéressant que Damasio ne se soit pas arrêté là. Si la solution est d'être la vie de Tishka, alors c'est tellement plus puissant que Tishka soit en vie. Et vous le voyez venir, ou pas, au terme d'une cérémonie balinese de 2 jours, Tishka va revenir à la vie grâce à sa nature furtive. Et voilà le commentaire qui en est fait dans le roman. Si la résurrection de l'hybride Tishka est appelée à s'inscrire dans l'histoire, c'est aussi parce qu'elle a ouvert une porte à l'homme hors de sa condition. Alors je suis une grande lectrice de Damasio, et je suis aussi une grande lectrice de la Bible. Et même si ça ferait grincer des dents mon auteur favori, je retrouve des motifs bibliques dans sa vision du conflit et particulièrement de la réconciliation. Jésus, à la fois Dieu et homme, Jésus qui nous ouvre la vie par sa vie hors norme, sa mort et sa résurrection. Désolé Alain, mais il y a un truc quand même là. Alors c'est assez certain que ce qui a séduit Damasio dans ce motif biblique, c'est la puissance de l'histoire. Une histoire forte qui rencontre l'être humain dans ce qu'il a de plus profond et qui peut l'inspirer, changer les mentalités. Même si pour lui, l'histoire de Jésus est fausse, il n'est pas croyant, elle est assez puissante pour faire ouvrir les yeux sur la rupture existant entre le divin et l'humain et pousser à la réconciliation. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut mettre fin à un conflit avec une histoire puissante même si elle est fausse? Est-ce que l'histoire des furtifs est suffisante pour que les hommes prennent conscience de leur conflit avec la nature et soient réconciliés avec elle même si c'est de la fiction? Est-ce que l'histoire de Jésus, homme et Dieu à la fois, mort et ressuscité, est suffisante pour que les hommes prennent conscience de leur conflit avec leur Créateur et mettent fin à ce conflit, même si elle est fausse? Que peut la fiction face au réel? Elle peut inspirer sans doute, remettre en question aussi, mais si les conflits de nos vies sont bien réels, c'est dans la réalité que la réponse doit être apportée. Et donc si l'histoire de Jésus est fictive, alors toute puissante qu'elle est utile à personne. Mais si elle est réelle, si Jésus est vraiment mort et ressuscité, alors là, ça change tout. L'étape 1, quand on a un conflit, c'est de reconnaître qu'on a besoin de réconciliation et que la réconciliation peut apporter quelque chose. Qu'est-ce que ça fait que les humains soient réconciliés avec les furtifs dans le livre de Damasio? Eh ben, c'est eux qui en sont bénéficiaires. Ils deviennent libres. Ils quittent l'esclavage de leur technologie pour s'attacher aux vivants que sont les furtifs, comme dit Marion. Et donc ils deviennent libres. Leur réconciliation les rend libres. Qu'est-ce qui permet la réconciliation entre les humains? Et plus largement avec tous ceux avec quoi nous sommes en conflit? Alors Marion propose une solution, celle de Jésus, mais en fait, est-ce qu'on n'a pas déjà des solutions, nous, humains, avec la justice, par exemple? Ouais, et c'est Mickaël qui va nous en parler. Il est étudiant en 3e année de licence de droit franco-allemand à la Sorbonne. Enfin, actuellement plutôt au Jardin du Luxembourg avec le blocus, mais ouais. Discussion au comptoir. S'il y a bien quelque chose qui irrigue tous nos faits et gestes au quotidien, c'est bien le droit. Que j'achète une baguette à la boulangerie du bout de la rue, que je prenne le métro pour me rendre à la fac, ou que tout simplement je m'installe confortablement dans la chambre de bonne que je loue pour écouter le nouvel épisode du comptoir, je m'inscris à chaque fois dans des relations contractuelles bien précises. Tous ces liens où je dispose à la fois de droits et d'obligations font partie intégrante de ma vie en société,
qui dure quelques secondes ou bien plusieurs mois, voire années. Aussi, le droit est depuis toujours la condition fondamentale du vivre ensemble des individus, qui prennent la forme de lois, de décisions de justice ou encore de coutumes issues de la pratique. Et si souvent nous n'avons pas conscience de cette juridicité qui imprègne chacune de nos journées, c'est parce que la plupart du temps tout se passe bien. Mais qui dit règle ou obligation, dit aussi parfois non-respect de ces dernières. Et une chose en entraînant une autre, un différend juridique peut vite apparaître entre plusieurs personnes. L'une va donc défendre son bon droit, alors que l'autre contestera le fait qu'elle a méconnu ses obligations, ou alors refusera de les satisfaire. Dans tout système juridique, il est donc essentiel que chacun ait la garantie d'un accès au juge, dont le but sera de concilier les intérêts contraires des parties pour mettre fin au conflit de manière contraignante et durable. Plus généralement, l'essence même de la justice, c'est l'apaisement des relations sociales. Sans droit au juge, et surtout sans droit à un procès équitable, donc sans une procédure impartiale, indépendante et contradictoire, le vivre ensemble que nous évoquions plus tôt serait véritablement mis à mal. Par conséquent, la justice est un rouage essentiel de la nation. Mais est-ce que ce mode judiciaire de règlement des conflits permet réellement de mettre fin à ces derniers ? Est-ce qu'il permet par exemple de donner entièrement satisfaction aux victimes, quand bien même le juge aura au final tranché le litige en leur faveur ? Ce sera en tous les cas se voiler la face que de considérer que notre justice est exempte d'imperfections. Ainsi, c'est notamment la lenteur de la procédure judiciaire qui est aujourd'hui régulièrement mise en avant. Et pourtant, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à laquelle la France adhère, protège le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue devant un tribunal dans un délai raisonnable. Le fait que la Cour européenne des droits de l'homme ait condamné la France à de nombreuses reprises pour violation de ce droit est malheureusement le signe d'un mal chronique bien français. Alors, les causes de cette lenteur sont nombreuses et bien connues. Manque de moyens de magistrats, engorgement des prétoires, parfois même volonté délibérée de la part de la défense de multiplier les recours dans le but de faire durer la procédure. À cela s'ajoute inexorablement un épuisement à la fois moral, physique et financier des victimes. Au final, même si ces dernières sortent un jour victorieuses du procès, il s'agit bien trop souvent d'une victoire en demi-teinte. Pensons par exemple à Paul François, agriculteur intoxiqué par un herbicide commercialisé par Monsanto, qui a dû attendre près de 14 ans pour voir la justice reconnaître définitivement la responsabilité du géant américain dans cette terrible tragédie. Il est évident qu'un aussi long combat judiciaire ne l'a pas laissé indemne, et surtout, cette victoire n'a pas mis fin aux graves troubles neurologiques et autres problèmes de santé qu'il subit toujours depuis son intoxication. Pour autant, on ne saurait résumer tous les maux de notre justice à sa seule lenteur. En réalité, il s'agit de tout un ensemble de problèmes. Complexité, manque de transparence et manque de clarté du système judiciaire pour le simple citoyen. Ou encore une certaine politique du chiffre, qui entraîne des conditions de travail des magistrats parfois insoutenables. Mais plus encore, c'est désormais une méfiance historique de la population à l'égard de l'institution judiciaire qui interpelle et qui inquiète. Ainsi, plusieurs enquêtes révélaient dernièrement qu'environ 1 Français sur 2 ne faisait pas confiance à la justice. Peut-on alors réellement parler d'une résolution des conflits satisfaisante quand on observe un tel désamour des individus pour une institution aussi fondamentale ? Alors, certes, il existe des modes alternatifs de règlement des conflits, comme la médiation, la conciliation, dont le but est justement de permettre aux parties de parvenir par elles-mêmes, ou grâce à l'aide d'une tierce personne, à un arrangement amiable. L'objectif est donc de faire en sorte que les individus deviennent les acteurs de leur propre litige et d'éviter à tout prix le recours à la procédure contentieuse traditionnelle. Mais malgré les avantages évidents de ces solutions, ces dernières ne seront que peu utiles si les parties restent au final cantonnées à la défense de leurs intérêts, en refusant en réalité l'idée même de compromis. En somme, le droit est aujourd'hui le seul moyen de réguler les comportements en société, et donc de résoudre pacifiquement des oppositions d'intérêts. Pourtant, le droit est, à notre image, imparfait, et la réponse qu'il apporte au conflit est manifestement insuffisante. Or, il y a un besoin criant de justice, et celui-ci est plus que légitime. Cela ne montre-t-il donc pas que nous serions faits à la base pour un monde sans injustice, un monde où des relations conflictuelles n'existent pas ? Ainsi, la Bible nous parle d'une nouvelle terre, où non seulement les conflits disparaîtront, mais où également justice sera parfaitement rendue. Et si nous pouvons effectivement avoir cette espérance d'un monde plein de justice et de paix, c'est parce que Dieu envoya son Fils Jésus subir dans notre monde un châtiment terriblement injuste afin de nous sauver et de nous réconcilier avec lui. Tout ce qu'il souhaite désormais, c'est que l'on reconnaisse notre propre injustice et que l'on accepte qu'il vienne nous transformer en profondeur et déverser en nous dès aujourd'hui la seule et vraie justice. Alors, allez-vous répondre à son appel ?
Super, merci beaucoup Mickaël. C'est assez marrant parce que ta toute dernière phrase, on dirait un peu un slogan de politique. On avait dit qu'on ne parlerait pas de politique au comptoir, mais là c'est un peu du pain béni quand même, non? Bon, on enregistre nous ce podcast avant le deuxième tour des présidentielles, mais on va choisir le dirigeant ou la dirigeante qui est censé résoudre tous nos problèmes, réduire les inégalités, promouvoir un système juste, équitable, élire notre héros, quoi. Et comme chaque année, on sait qu'on sera déçus, sauf peut-être les mecs beaucoup trop sûrs du candidat qu'ils supportent. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, comme le disait Mickaël, la justice totale n'existe jamais vraiment, parce qu'il n'y a pas de possibilité, ne serait-ce que de réparer totalement le tort qui a été causé, au-delà de ce qui peut être fait dans le domaine juridique. Bon, c'est vrai, tu peux indemniser les dommages, même moraux, psychologiques, etc., mais pas complètement réparer les torts, ni effacer ce qui a déjà été fait. En fait, on cherche à régler nos conflits par des moyens humains qui sont jamais parfaitement satisfaisants parce que notre justice n'est pas parfaite. Alors Marion nous proposait tout à l'heure de réfléchir à Jésus comme solution. Je vous propose qu'on se penche sur l'histoire de quelqu'un qui a fait confiance à Dieu dans la gestion de son conflit et de voir ce que ça donne. C'est Johanna, qui était déjà venue pour une chronique art, qui va nous parler de ça. Cette fois, on l'a promue à la réflexion biblique et on l'écoute. La Bible au comptoir. Quand on m'a demandé de préparer cette chronique sur le conflit, j'ai tout de suite pensé à un épisode un peu insolite de la vie d'Abraham. Parce que je suis sérieuse, j'ai relu le texte et je me suis dit qu'il y avait des conflits bien plus épiques dans la Bible. Mais en fait, ça m'a permis de voir que cet épisode n'est pas si insolite que ça. Quelques chapitres plus loin, j'ai eu une grosse impression de déjà-vu. Au chapitre 21 de la Genèse, le premier livre de la Bible, Abraham conclut une alliance avec le roi philistin Abimélec et son général Picol, qui n'est pas un alcoolique. Et il est question d'un conflit concernant un puits. Et puis 5 chapitres plus loin, au chapitre 26, son fils Isaac conclut une alliance avec le roi philistin Abimélec Junior et son général Picol Junior. Et il est de nouveau question d'un conflit concernant des puits. En fait, les déjà-vus entre Abraham et Isaac, c'est pas nouveau. Le narrateur fait exprès de dresser des parallèles entre le père et le fils. Abimélec et Picol sont des noms dynastiques, donc c'est pas si étonnant que ça de revoir les mêmes noms. Parce qu'on n'a pas trop le temps, on va juste lire le récit avec Isaac. Genèse, chapitre 26, versets 12 à 32. Isaac sema dans ce pays, et il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, au point d'être vraiment fort riche. Il avait un cheptel de petit bétail, un cheptel de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins devinrent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père au temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Alors Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans le vallon de Guérar, où il habita. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père Abraham, et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il les appela des mêmes noms dont son père les avait appelés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans le vallon et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Il donna donc au puits le nom d'Ézek, parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il leva le camp de là, et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car il dit « L'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. » Il remonta de là à Béer-Shéba. L'Éternel lui apparut cette nuit-là et dit « Je suis le Dieu d'Abraham ton père, sois sans crainte, car moi je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » Isaac bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Il y dressa sa tente, et ses serviteurs y creusèrent un puits. Abimélec se rendit auprès de lui depuis Guérar avec Ahuzat son ami et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit « Pourquoi venez-vous auprès de moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent « Nous voyons bien que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous
c'est-à-dire entre toi et nous. Concluons avec toi une alliance, en vertu de laquelle tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix, toi qui maintenant es béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et burent. Puis ils se levèrent de bon matin et prêtèrent serment l'un à l'autre. Isaac les laissa partir, et ils quittèrent le pays en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui faire rapport sur le puits qu'ils avaient creusé, et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau. » D'un point de vue littéraire, l'effet de déjà-vu sert à montrer que le fils est bien l'héritier de son père. Il hérite du même comportement que son daron, et en fait il hérite aussi des promesses et des bénédictions spéciales que Dieu leur a accordées. Tel père, tel fils. D'un point de vue formel, il ne faut pas s'étonner de la façon dont les alliances sont conclues. C'est tout à fait conforme à la coutume de l'époque, on offre des cadeaux, peut-être des fois des sacrifices, et on fait un gros festin. Ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt comment est-ce qu'Isaac gère le conflit. Ça nous parle peut-être pas beaucoup aujourd'hui, mais les puits représentent la survie des habitants. Quand on habite dans un territoire aride, les sources d'eau sont rares et précieuses. On doit creuser des puits, ce qui est déjà un travail extrêmement physique, pour espérer trouver de l'eau pour sa famille, ses serviteurs et ses troupeaux. Je suppose qu'on pourrait faire la comparaison aujourd'hui avec des puits de pétrole. La question d'à qui appartient cette ressource naturelle peut très facilement dégénérer en guerre. Dans cette histoire, on n'a en fait que le point de vue des leaders politiques, c'est-à-dire Abimelech, Picol et Isaac. Mais il est évident que cela affecte la vie quotidienne des membres de la famille. D'ailleurs, ici, on a déjà plutôt un conflit entre les serviteurs. Et en fait, c'est les chefs de régler les conflits pour le bien de ceux qui les représentent. Ce qui est étonnant, c'est que la question des contrôles des puits aurait très bien pu dégénérer en mode Mad Max avec des guerres improbables. Après tout, les deux parties avaient les moyens. Ils étaient riches, ils avaient suffisamment de serviteurs, voire une armée, pour se défendre. Mais au lieu de cela, il est davantage question d'une paix, et même d'une alliance. C'est le parti qu'on pourrait considérer comme étant en faute, c'est-à-dire les Philistins avec Abimelech, qui est celui qui va venir rechercher une alliance avec Isaac. Et pourquoi ? Parce qu'il voit bien que Dieu leur est favorable, et il aimerait bien bénéficier de cette faveur. Mais regardons un peu plus l'attitude d'Isaac, l'héritier d'Abraham. Il avait plein d'occasions de régler le conflit. Il pouvait faire valoir qu'on lui met injustement des bâtons dans les roues, que les puits lui reviennent de droit, puisqu'en fait, ils ont été creusés par son père. Mais à chaque fois, Isaac choisit de partir. Est-ce simplement une fuite, ou peut-on y voir une confiance dans l'alliance qu'il a avec Dieu ? Dans tous les cas, et on y reviendra, cela semble payer, car au final, on le laisse tranquille. La réussite, en dépit des obstacles, n'échappe pas à l'attention d'Abimelech. Ceux qui n'ont rien fait pour établir une vraie paix avec Isaac, c'est-à-dire les Philistins, viennent le trouver pour conclure une alliance. On comprend l'étonnement d'Isaac, car jusque-là, il avait plutôt l'impression que les Philistins lui étaient hostiles. Et maintenant, c'est eux qui viennent réclamer une alliance politique. Abimelech a raison, c'est vrai, de dire qu'ils ont laissé partir Isaac sans user de violence directe. Mais bon, c'est quand même de la mauvaise foi. Et c'est là que l'attitude d'Isaac est de nouveau étonnante. Non seulement il accepte sans condition l'alliance, mais en plus c'est lui qui prépare la fête. Pas de traces de ressentiment, de mauvaise foi, mais au contraire plutôt une volonté d'étendre les bénédictions que lui accorde Dieu. Peut-être, quand on reconnaît ses privilèges et qu'on ne les attribue pas à un mérite personnel, on est plus à même de rechercher la paix dans les conflits et à faire des concessions. Finalement, cette histoire de puits ne se termine pas en guerre meurtrière, mais en fait qui préserve la vie. Dans nos petits conflits comme dans les grands, sommes-nous prêts à prendre du recul sur la situation, quitte à renoncer à militer pour ce qu'on pense être ses droits, dans l'intérêt de préserver la paix? Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de temps pour passer à l'action, pour chercher la justice. Mais simplement, peut-être qu'on n'est pas obligé de faire son Will Smith à chaque fois qu'on nous fait du tort, même lorsqu'il s'agit de défendre l'honneur de nos proches. Pour Isaac, ici il ne s'agit pas de fuir le conflit. Peut-être même qu'étant au bénéfice de la faveur divine, il savait très bien qu'il pourrait l'emporter facilement sur ses adversaires en cas d'affrontement.
Mais justement, sa recherche de la paix se fondait sur la promesse que Dieu avait faite à son père, et dont il est l'héritier. Il savait qu'il pouvait faire des grosses concessions avec des conséquences importantes à court terme, car Dieu allait pouvoir à ses besoins et à ceux de sa famille à long terme. Il était même prêt à faire bénéficier indirectement de sa prospérité à ceux qui au départ lui ont voulu du mal. Au final, Isaac a su mettre en action sa foi avec sagesse, en évitant un conflit qui aurait pu vite dégénérer. Et nous, quelle valeur, quelle certitude nous permettent de faire des concessions quand cela nous coûte? Et jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour être en paix les uns avec les autres? Qui va gagner? Les armes sont injustes, les coups sont bas, frère. Les chants décrivent ton labeur, les yeux déclinent de douleur. Et il n'y a pas de paix pour celui qui s'éloigne. Qui va gagner? J'ai croulé dans ses bras, mais sur la terre j'ai posé la tête froide. Qui a gagné? C'est Pascal Glock qui nous a offert cette composition en featuring avec Ali Emmanuel au saxo. Alors Pascal est auteur, compositeur, interprète habitant à Toulouse et il a entre autres écrit un album sur les arbres et il cherche à développer son activité artistique. Vous pouvez le suivre sur Spotify, son nom d'artiste c'est Pascal Glock. Original. Concernant sa musique, il nous dit « L'idée principale lui semble être que les conflits ne résultent pas sur une victoire claire. On peut gagner un conflit et perdre en droiture, en bonté. On peut aussi perdre un conflit et rester pour autant aimant et doux. À quel prix est-ce qu'on veut gagner? Au prix d'une amitié, de notre conscience? Est-on prêt à manipuler, à faire preuve de mauvaise foi, à être capricieux, injuste et implacable? Est-ce qu'on veut gagner à ce prix-là? On a parlé de conflits de façon non pas désincarnée, mais un peu théorique. On vous propose maintenant de rencontrer Elisabeth, pour qui le conflit a une signification bien plus ancrée dans le réel. Alors Elisabeth est née en République démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu'à ses 4 ans. Elle a dû fuir le pays avec sa famille à cause de la guerre, et c'est ce qu'elle nous raconte. Elle avait perdu ses souvenirs
ou alors elle en avait des images floues. Et alors qu'elle est allée consulter un médecin pour un problème médical, elle s'est rendue compte qu'elle avait refoulé beaucoup de choses psychologiquement qui la conduisaient à être malade. Suite à une psychothérapie, elle a retrouvé ses souvenirs et elle nous en parle. Alors, on n'a pas beaucoup de contexte politique, si ce n'est qu'elle nous parle d'événements qui ont eu lieu entre 1998 et 1999. Et elle-même, elle ne sait pas trop ce qui s'est passé et met volontairement de la distance en essayant pas d'avoir plus d'informations objectives parce qu'elle dit que pour le moment, ce serait trop violent pour elle. Ouais. Et du coup, c'est toi, Laurie, qui l'interview. On vous écoute sans plus attendre. Yes. Reportage. En fait, mon père, il travaillait pour une association de défense des droits de l'homme à ce moment-là. Et donc, il a été en travail. En fait, il a vu qu'il était en danger parce qu'il y avait des milices qui tournaient autour de son travail. Et je crois que ce jour-là, d'ailleurs, il était parti au travail à pied alors qu'il allait tout le temps en moto. Donc déjà là, grâce, parce que le Seigneur l'avait protégé, parce qu'en moto, on t'entend arriver, quoi. Et il était allé peut-être même par un autre chemin, je sais plus exactement... pour le coup, ce que ma mère m'avait dit. Mais donc, mon père a vu ça, il a vu les gens aux portes de son travail, et donc, hop, il est parti. Et donc, à ce moment-là, ma mère, elle est restée, elle avait donc 4 enfants. Et je dis, c'est vraiment là le film, parce que ma mère, elle dit qu'en fait, ils étaient tellement alertes de ce qui se passait, de ce qui se faisait au niveau des droits de l'homme, que mon père, il avait fait regarder plein de films à ma mère. Et elle dit, finalement, tu vois que c'était comme si ces films, c'était des préparations. Parce que donc il est parti, il était en fuite pendant un long moment, et ma mère, quelques temps plus tard, elle reçoit une lettre en fait de mon père qui lui dit Esther, si toi tu pars pas aussi, je te reverrai plus jamais. Et là ma mère, hop là, on continue toujours dans le film avec ses 5 enfants et tous les films qu'elle avait regardés en fait de fuite, de gens qui travaillaient dans le ministère des droits de l'homme. Et ben là, bam, elle fait ses valises, elle organise notre départ, mais alors très réfléchi parce que finalement, elle savait pas si on était surveillés ou pas. Elle fait partir nos valises à un tel endroit, nous autre part. Elles organisent la fuite de Bukavu jusqu'en Ouganda où on arrivera et on sera pris en charge par Amnesty International. Mais ça, c'est vraiment... moi, j'arrive même pas à m'imaginer, quoi, parce que on est dans une zone de conflit, on est potentiellement recherché, elle est avec tant d'enfants, un bébé, et elles doivent partir, ne pas se faire repérer, payer pour passer de Goma, du coup, c'est une autre ville, jusqu'en Ouganda, quitter sa famille, tu sais pas si tu vas revenir, donc en fait, elles prennent, je crois, juste des sous, mais pas de souvenirs, pas de... En fait, rien. Donc du Congo, on est arrivé en Ouganda. De l'Ouganda, on est passé au Kenya. Et du Kenya, on est arrivé en France. Et est-ce que tu as l'impression que le fait que tu sois partie en fuite et en guerre, tu as toujours l'impression d'être toujours... de ne pas avoir trouvé cette paix finalement Oui. Je pense que je suis un peu en conflit perpétuel parce que j'ai pas cette paix. Parce qu'en fait, on m'a... Même si c'était pour me sauver, hein, finalement, on m'a arraché quoi, à tout ce que j'avais. Pour me mettre dans un contexte complètement différent. En fait, c'est comme si, en venant en France, on m'avait imposé la paix. C'est bizarre hein, de se dire ça. Je voudrais pouvoir dire que je suis congolaise, que j'ai la nationalité congolaise ou avoir une binationalité. Non, je l'ai pas parce qu'en fait, je crois qu'on peut pas cumuler les 2 nationalités. Parce que je voudrais, tu vois, rien que ça, pour pouvoir dire je le suis encore, quoi. Que j'ai pas rejeté qui j'étais, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir rejeté une partie de moi. C'est trop bizarre. Et en même temps, j'ai envie de dire, il y a cette espèce de réconciliation quand même qui est dans mon cœur, en fait, parce qu'en fait, t'es obligé de le faire un moment. Sinon, je crois que tu deviens fou, tu as des maladies, parce que ton corps, il se manifeste naturellement, quoi. Mais je crois qu'il y a quand même une paix que le Seigneur, il nous donne, tu vois, et je me dis, c'est parce que maintenant, il me donne cette paix que j'arrive à envisager un retour, mais dans le calme. Parce que c'est vrai que quand là, on parle de revenir... avant je l'envisageais mais tout de suite j'étais en panique quoi, en panique parce que je suis partie en panique. Mais je pense que ouais, avec la thérapie, avec le Seigneur, on arrive à se calmer et à envisager un avenir possible. Et puis peut-être que j'y retournerai jamais. Est-ce que je vais vivre bien si j'y retourne pas quoi? C'est ça aussi de se dire que si j'arrive pas à y retourner, je sais pas moi, à cause d'un contexte sanitaire par exemple ou autre, bah, je puisse quand même trouver la paix et de me dire
je sais qui je suis, j'ai quand même une identité qui, au-delà peut-être d'être congolaise, tu vois, je peux la trouver en Christ, je peux la trouver en ma famille. Essayer de construire quand même qui je suis, de me dire que oui, on m'a arraché une part de moi, mais que je peux la retrouver autrement, et puis je peux aussi tout simplement... parce que je crois que j'ai besoin d'être congolaise, en fait, et que je peux l'être avec mon histoire, quoi. Mais ça, je crois que c'est encore un travail que je dois faire. Hein. Ouais. Est-ce que tu as une espérance au milieu de tout ça? Oui. Il y a quelque chose de plus que ces conflits. Il y a une paix, en fait. On recherche une paix parfaite entre hommes qui n'est pas possible, qu'on ne peut trouver qu'en Dieu. Quand l'action de Jésus-Christ qui nous réconcilie. Je pense que c'est ça qui me donne, en tout cas, et c'est ça le vrai espoir, quoi. Là, il y a quelque chose à faire dans nos cœurs d'hommes, quoi. Il y a un véritable travail, il y a quelque chose à accepter, c'est vrai. Mais il y a un espoir immense, quoi. Énorme. Il y a beaucoup à recevoir, Et il y a la tranquillité à trouver, quoi. Voilà. Merci encore une fois à toi, Elisabeth. Alors, dans cet épisode du comptoir, nous n'avons diffusé qu'un extrait de l'interview. Vous pouvez retrouver l'intégralité sur toutes nos plateformes de streaming audio si vous voulez en savoir plus. Alors, on arrive à la fin de notre podcast et dans le micro-trottoir du début, une personne disait qu'un conflit permettait de remettre les choses à plat et à trouver une utilité au conflit relationnel. Ouais. Mais souvent, quand même, ça fait mal. Ouais, c'est clair. Personnellement, le seul truc que je trouve plus impressionnant que les personnes qui révisent leur partiel plusieurs mois à l'avance, je pense que ce sont les personnes qui répondent pas par la fuite ou par l'ignorance, l'indifférence ou en rentrant dans le tas, mais qui parviennent à faire des concessions, à pardonner, à faire le choix coûteux de la réconciliation dans les situations de conflit. D'une part, même si ça peut sonner niais, bah qu'est-ce que c'est beau. Et d'autre part, c'est rare. Parce que, comme le disait Johanna, il y a probablement assez peu de motivation qui pousse les gens à le faire. Ouais. Pour être honnête, ce que les chroniqueurs ont mis en avant dans toute l'émission, à savoir globalement la réconciliation, je pense qu'on est assez d'accord, Laurie et moi, pour dire que c'est humainement quasi infaisable en fait, mais que ça reste quand même la meilleure solution. Après tout, le message central de la Bible, c'est celui de Dieu qui vient au milieu des hommes pour les réconcilier avec lui-même malgré leurs torts. Et malgré le fait qu'ils n'arrivent pas à se concilier les uns avec les autres. La question qu'on veut vous poser sans trop tourner autour du pot, en fait, c'est est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont vous gérez les conflits? Ouais, bonne question. Merci de nous avoir écoutés. Daniel est très content qu'on ait traité ce thème parce que ça fait des mois qu'il nous dit qu'il veut qu'on fasse un podcast sur la baston. Bah ouais, je suis vraiment super chaud. Pour moi, dès qu'on parle de rix, de barou, de castagne, de bagarre, je suis présent. Bon, sur ce, à bientôt. À bientôt, salut. Le comptoir, le podcast des GBU.